communauté ouest-africaine représente le 1/3 de la population africaine, dont plus de 50% sont des femmes, lesquelles évoluent dans un contexte religieux et culturel bien particulier. Comment est-ce qu'elles arrivent à affirmer leur leadership face au vent de la tradition qui est très proche et celui de la modernité qui justement y est aussi très proche? Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est sur cette interrogation que repose l'émission du jour. Je m'en vais de ce pas vous présenter nos invités du jour. En commençant par le Sénégal avec la très charmante Eva Diouf. Bonjour. Bonjour Marvin. Comment vous allez, Eva? Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Ça va aussi pour moi, merci, c'est très gentil. Alors vous êtes juriste de formation, travailleuse sociale et spécialiste de la médiation familiale et communautaire. Si vous revenez très rapidement sur travailleuse sociale, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Par travailleur social, il s'agit des personnes qui sont formées, outillées à accompagner, aider les couches vulnérables de notre société. C'est bien compris. Alors vous êtes présidente 2020 de la JCIU Dakar Espoir, directrice nationale du partenariat 2021 de la JCI Sénégal. Une très grosse organisation qui, je crois, a ses tentacules au niveau du Mali. Nous le verrons avec notre invité. Ça se passe bien pour vous? Oui, Penda. Ah, ok. Alors oui, la Jeune Chambre internationale est présente au Togo, au Mali et dans plusieurs pays à travers le monde. Et dans la sous-région également. Donc c'est une grande organisation qui regroupe des citoyens actifs un peu partout dans le monde. C'est bien compris. Merci Eva Diouf d'être des nôtres. Notre second invité, c'est Penda Dramé, dite Maraka Deni. Bonjour. Bonjour Marvin. Penda Dramé, vous êtes passionnée d'audiovisuel, vous êtes militante de la vie associative et membre comme ça de plusieurs associations. Je vais peut-être en citer quelques-unes, notamment le Conseil consultatif national des enfants et jeunes du Mali, CCNEJ en abrégé. Vous appartenez également au réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM en abrégé, et finalement à l'association des femmes pour le leadership et le développement durable, AFLED en abrégé. Penda Dramé, d'où vous vient cette motivation, cet engagement pour la vie associative? Merci beaucoup Marvin pour la parole. Je préfère ajouter tout de suite d'ores et déjà la Jeune Chambre. Parce que voilà, c'est à travers une amie Jeune Chambre, Eva Diouf, que j'ai su sur ce plateau. Okay. Comme elle l'a dit, la JCI est une organisation bénévole qui existe dans plus de 176 pays, avec plus de 200 000 membres à travers le monde. Et nous intervenons dans 4 domaines: le domaine communautaire, l'internationalisme, le domaine formation et le domaine communautaire. Voilà. Donc, on peut revenir sur ta question maintenant. À qui ou à quoi doit-on votre engagement pour la vie associative? Alors moi, j'ai compris depuis jeune que je peux aider mes pairs, ceux-là même qui n'ont pas eu la chance d'intégrer la vie associative, d'aller à l'école. Je parle maintenant tout de suite des talibés, un phénomène fréquent au Mali et au Sénégal. Donc du coup, nous, depuis l'école, j'ai intégré le gouvernement d'enfants. C'est des organisations qui notamment aident à travers des petites cotisations les enfants qui sont dans la rue, en les apportant à manger, des couvertures, ainsi de suite. C'est parti de là et j'ai plus envie d'arrêter. Bah écoutez, bon courage dans ce que vous avez choisi de faire. Notre troisième invitée, c'est une charmante demoiselle qui, elle, nous vient du Togo, Bélé Pachalidaou. Bonjour. Bonjour Marvin. Comment vous allez? Je vais très bien, et chez toi? Chez moi, ça se passe pour le mieux, merci bien. Vous êtes étudiante en licence 3, vous faites le droit à l'université, vous êtes spécialisée dans le droit des affaires et vous êtes actuellement à l'université de Kara, université au sein de laquelle vous êtes vice-présidente du club OADA. Ça se passe bien pour vous? Ah oui, ça se passe très bien. C'est très bien. Merci mesdames d'avoir répondu présentes à ce rendez-vous que nous rappelons est circonscrit dans la zone Afrique de l'Ouest. Et là tout de suite, je suis tenté de vous demander l'image. Elle veut que la jeune fille ouest-africaine soit malmenée, bridée par le poids des traditions
Et j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est le cas pour vous? On va commencer par Eva Diouf. Merci beaucoup pour la question, Marvin. Alors, personnellement, si je prends mon cas, je ne dirais pas que je suis entravée à vivre de la manière dont je veux, non. Okay. Pour mon cas, ce n'est pas le cas parce que peut-être j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été à l'école et qui n'essayent pas de réprimer en fait l'envie, la soif d'apprendre de leurs enfants, etc., même si ce sont des filles. Alors, mais il ne faut pas juste se limiter à mon cas parce qu'il y a d'autres cas où les jeunes filles du Sénégal, dans certaines régions ou dans certains villages, ont quand même des difficultés à vivre pleinement de la manière dont elles le souhaitent, que ce soit d'aller à l'école ou pas. Donc mon cas n'est pas général. Ok. C'est bien compris. On va se retourner du côté du Mali avec Penda Dramé. Ok, je partirai dans le même sens qu'Eva. Okay. Il faut savoir que les choses commencent à changer un peu, même s'il reste beaucoup à faire. Et comme elle a dit, il ne faut pas forcément... on ne peut pas généraliser notre cas. Je l'ai dit, moi j'ai eu la chance d'aller à l'école, de faire des grandes études, de beaucoup voyager à travers la jeune chambre, etc. Mais il y a aussi... nombreuses sont ces filles aujourd'hui qui n'ont pas la chance d'aller à l'école parce que ce sont des filles qui n'ont pas la chance de vivre leurs rêves parce que ce sont des filles. Et ça reste déplorable. Et voilà, il faut l'engagement, l'implication de tout le monde pour que ces choses puissent changer au fait. C'est très bien, on le comprend bien hein, et force à vous dans ce que vous faites. Mais j'ai peut-être envie de te demander, Penda, est-ce que cet épanouissement que tu as aujourd'hui est du fait que tu sois dans la capitale, on comprend bien que tu as eu la grâce de faire l'école, ou est-ce que celles-là qui sont dans des coins un peu plus reculés de Bamako ou du Mali, j'ai envie de dire, pour peu qu'elles n'aient pas accès à l'école, ne peuvent pas s'affirmer, ou c'est beaucoup plus le poids de la tradition ? Est-ce que c'est le manque d'instruction éducative ou c'est beaucoup plus le poids de la tradition qui empêche certaines à s'affirmer d'un point de vue social ou sociétal? Il ne faut même pas aller au-delà de Bamako, même à Bamako tout près ici. Il y a des coins, comme tu l'as dit, il y a des endroits où les parents sont toujours conservatrices de tradition. Okay. Qui pensent que la place de la femme c'est dans la cuisine, la place de la femme c'est apprendre comment entretenir le ménage et ça va pas au-delà de ça au fait. Donc l'épanouissement, eux ils pensent que c'est comment on appelle, c'est autre chose au fait. La femme c'est tu dois apprendre à préparer, apprendre à aménager ton foyer et voilà, ça s'arrête là. Maintenant les études, c'est le confort pour eux. Okay. Même pas au-delà de Bamako, hein, même à Bamako, il y a des coins où ça existe toujours au fait. La place de la femme, c'est à la cuisine. Nous reviendrons hein, très rapidement sur cette assertion. Allons-y du côté de Kara, dans le nord du Togo, avec Mélé Kapcha Lidaou. Dites-nous, est-ce que la jeune demoiselle, la jeune femme togolaise est justement en proie à la coutume, en fait, à la tradition par rapport à son épanouissement dans la société? La jeune fille togolaise, comme toutes les jeunes filles africaines, dès le début dans leur éducation, on leur inculque le fait d'être des femmes qui vont être au foyer. Okay. Même si tu fais de grandes études, même si tu es amené à beaucoup fréquenter, on nous oriente beaucoup plus au fait qu'un jour, tu seras dans un foyer. Et alors, c'est aussi nous apprendre à faire la cuisine, nous apprendre à entretenir la maison. Je ne trouve pas ça bien mal, hein. C'est une bonne chose. Mais il faut aussi laisser les femmes s'épanouir, les laisser se diriger vers d'autres branches. C'est bien compris, c'est très clair et je crois que c'est peut-être le pas que toutes sur ce plateau ont enjambé. Elle le disait tout à l'heure, notre amie Penda Dramé, la place de la femme, c'est à la cuisine. Et pour ceux et celles-là qui sont en Afrique centrale, hein, j'ai envie de dire que la réalité n'est peut-être pas la même. Mais est-ce qu'en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, est-ce que c'est un mythe lorsqu'on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine? Est-ce que c'est une réalité, j'ai envie de dire, dépassée? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette assertion, Eva Diouf? Quelle est la réalité qui prévaut au niveau du Sénégal?
Super. Alors, je disais par rapport au Sénégal, il y a encore ce genre de croyances-là, très honnêtement, même pour les dames qui ont été à l'école. Okay. On te prépare en fait tôt ou tard à savoir comment entretenir un foyer, même si à cause des études et tout, tu n'es pas trop impliqué dans le foyer de tes parents. À chaque fois que tu avances dans tes études, on essaie tout le temps de te dire attention, tu es en train de faire de grandes études, etc. Mais sache que tôt ou tard, tu vas devoir gérer un foyer, tes enfants, ton mari, donc prépare-toi à cela. Donc c'est comme si en fait, même si on avance, on a tout le temps quelque chose qu'on nous accroche en fait au niveau des pieds et qui nous empêche même parfois d'avancer parce qu'on se dit si je m'investis trop dans les études, est-ce que j'aurai le temps d'apprendre à cuisiner, à entretenir un ménage, etc. Alors que ça, c'est pas une fin en soi pour une femme. Pire chez nous, on te dit même parfois si tu sais pas cuisiner, tu n'es pas une femme. Alors, est-ce que c'est justement les femmes seulement qui doivent apprendre à cuisiner ou les hommes également? Parce qu'un foyer aussi, ça doit se tenir pour moi à deux. C'est pas juste à la femme d'entretenir un foyer. Si elle travaille, comment est-ce qu'elle va faire pour cuisiner tout le temps ou pour entretenir le foyer? Donc, je pense que dans notre manière d'éduquer même nos enfants, il y a un tas de problèmes. Parce que dans la manière de véhiculer des messages, depuis que tu es enfant en fait, même quand tu joues, en tant que jeune fille, tu n'as pas le droit de jouer avec des voitures. On te donne des marmites, des petites marmites, des casseroles pour jouer avec. Là, inconsciemment, on est en train de te préparer à te dire, en tant que jeune fille, quand tu vas grandir, tu vas devoir savoir cuisiner, comment entretenir un foyer. Donc, tout est dans l'éducation et dans la manière de faire. Mais sachons-le, que ce soit un parent qui a fait l'école ou pas, nous sommes tous confrontés à cette réalité-là. C'est-à-dire que même si tu te maries toi en tant que femme intellectuelle et que tu ne saches pas cuisiner, là, il y a problème au niveau de ton mari et de ta belle famille. Donc, tout est dans l'éducation. Chez nous, si tu ne sais pas cuisiner, tu n'es pas une femme. Voilà. C'est très clair. Et est-ce que tu peux nous dire si cette réalité est beaucoup plus… Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'ont vécu nos parents et peut-être nos arrière-parents et à la génération actuelle? Est-ce que la pression est la même? Est-ce qu'il s'agit ici d'une contrainte ou d'un accompagnement, d'un suivi? C'est là présent. La femme, tu dois aller en mariage, on te le redit chaque jour. Mais est-ce que ça vire quelquefois à une contrainte? Oui, pour moi, parfois, c'est une contrainte. Ce n'est pas une contrainte majeure par rapport à nos parents ou à nos arrière-grands-parents, etc. Ce n'est pas le même degré, on peut dire. Ce n'est pas le même degré. Mais c'est toujours une contrainte. Parce que moi, je me rappelle, avant mes 18 ans, tout le temps on me disait, perce à l'école, il faut bien travailler. Mais après 20 ans, 25 ans, on commence à dire, il faut chercher un mari. Ouais. Donc, vous voyez comment le discours change. Mon père, avant, il me disait non, il faut percer à l'école, il faut bien travailler. Mais à partir de 25 ans, je précise qu'actuellement, j'ai un peu plus de 25 ans. Donc, à partir de 25 ans, on te dit, alors là, il faut chercher un mari. Donc, plus tu avances maintenant, on te dit plus de percer dans les diplômes, d'avoir plus de diplômes, mais on te demande maintenant de chercher à avoir un mari, d'avoir un foyer, d'avoir des enfants. Donc, certes, le degré de contrainte n'est pas le même parce qu'avant, on pouvait même te marier de force, ou même parfois te présenter à des personnes. Mais maintenant, là, tu es beaucoup plus libre de te dire même, moi, je ne me marie pas, ou bien je vais me marier après 40 ans. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais quand même, il y a une petite contrainte, même si elle est plus comme avant. C'est bien compris. Allons-y du côté de Bamako au Mali avec Penda Dramé. Lorsqu'on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine, dites-nous, est-ce que c'est une réalité actuelle au niveau de Bamako? Est-ce que c'est une réalité dépassée? Ça reste juste des clichés. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. C'est toujours une réalité. Malheureusement, c'est comme ça, comme elle l'a dit, Eva, que tu sois première ministre, ou directrice générale, il y aura toujours un petit moment, en tout cas, où on va te rappeler que ta place, c'est à la cuisine. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens que la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine, ça va au-delà de la cuisine. La place de la femme, c'est dans le bureau, c'est dans les grosses boîtes, c'est à la télé, c'est à la radio, c'est partout au fait. C'est pas qu'à la cuisine. En fait, les choses ont changé, les temps ont changé, comme tu l'as dit. Avant, la femme du 21e siècle, au jour d'aujourd'hui, on est appelé à aller travailler. Même pour mériter le respect de ton mari, de ton partenaire, il faut que toi, chaque jour, tu puisses faire quelque chose de tes deux mains.
Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. La femme, en fait, c'est l'homme qui partait chercher ce qu'on mangeait à la maison. Et nous, on s'occupait du bien-être de la famille, c'est-à-dire, nettoyer, préparer. On avait ce rôle, en fait. Mais les choses ont changé aujourd'hui. On travaille et on ne peut pas aussi, en plus de l'indépendance qu'on a acquis à travers le temps, ajouter le rôle de la cuisine à ça, en fait. Ça doit être indépendant, on va dire. Ok. Et ça ne doit pas être, comment on appelle, un statut collé forcément à la femme, en fait. Ok, après, je ne sais pas si c'est une réalité au niveau du Mali, tu nous diras. En Afrique centrale, ici, il y a ce qu'on appelle des nounous, des ménagères pour certains, dames de ménage, en tout cas que chacun se passe l'expression qu'il veut. Mais c'est pour dire que c'est une femme, une aide qui vient dans ton foyer et pendant que toi, Penda Dramé, tu es en train de t'occuper des affaires associatives, cette femme vient dans ton foyer, elle prépare à manger et puis elle peut partir et ça te permet de te soulager dans tes tâches régaliennes au niveau du foyer. Est-ce que c'est une réalité au Mali? Est-ce que c'est une réalité présente au Mali? Si, c'est une réalité. Bon, nous, on les appelle plutôt les aides ménagères. Les aides ménagères. Il y a les aides ménagères, il y a les nounous. Elles sont beaucoup. Mais en fait, il faut aussi savoir que ça aussi, c'est leur travail à elles. Okay. Elles aussi, en retour, elles ont des foyers qu'elles quittent pour aller dans un autre foyer et travailler. Et à la fin de chaque mois, elles ont des salaires pour ça. Donc, si elles devaient rester à la maison pour s'occuper de la cuisine de la maison, est-ce qu'elles auront le temps de sortir pour aller s'occuper de ma cuisine à moi et à la fin du mois pour prétendre à quelque chose? Ouais. C'est bien compris. Je vois Lidaou qui veut, si tu veux continuer, on te laisse terminer ton argumentaire. Quelque chose à ajouter, Penda? Non, c'est bon. Ok, allons-y avec Lidaou. Je vous écoute. Je vous ai vu réagir tout de suite. Oui, je disais que la réalité, c'est pas que la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais le problème, c'est que les femmes sont poussées et elles veulent rester à la cuisine. C'est tellement elles sont poussées par les hommes, par la société ou je ne sais quoi. Ce qui est sûr, les femmes ont cette a priori-là de se mettre la pression, de se dire que indirectement, elles doivent faire la cuisine, elles doivent faire le ménage. Et pour rebondir sur ce que Penda disait, ces femmes-là quittent leur maison, elles partent travailler. Ce n'est pas comme si elles travaillaient pour rien, viennent juste dans les foyers des gens pour juste s'amuser ou bien pour passer du temps. Elles aussi, ça fait partie de leur travail et ça fait partie de leur vie qu'elles ont choisi faire. Peut-être parler un peu de la question de la soumission. Je ne dirais pas que les femmes d'Afrique centrale sont dites rebelles, je ne le dirais pas, mais le mot soumission a quand même une résonance assez particulière quand on est en Afrique de l'Ouest. On va continuer peut-être avec Lidaou. Tu es en train de faire le droit des affaires et puis finalement tu finiras procureur, je ne sais pas, tu vas travailler près du tribunal de première instance de Lomé ou de Kara. À ce moment-là, tu es engagé dans la société, tu es engagé sur le plan professionnel. Comment est-ce que la soumission se traduira? Est-ce que tu penses que la femme ouest-africaine aujourd'hui, est-ce qu'elle aura cette liberté de travailler ou combien même sur le plan social ou dirais-je sociétal, elle est ministre, elle est procureure, mais à la maison, est-ce qu'on prend en compte ce statut-là? Comment est-ce que ça se passe? Dites-nous, puisque vous avez déjà des aînés, des parents qui sont dans ces situations et que vous tendez vers ça. Bien évidemment, la soumission est une place de choix. Les femmes vont travailler, elles auront leur place vraiment élevée dans la société, mais au retour à la maison, on a été éduqués du fait qu'on doit respecter nos aînés. Et dans un mariage, je pense que l'homme fait partie de cette structure-là qu'on appelle aîné. Et c'est le respect. Je ne vais pas appeler ça soumission parce que c'est un peu trop péjoratif. Je dirais que c'est le respect qu'on doit accorder à son conjoint. Dans un couple, ce n'est pas qu'une seule personne, c'est deux personnes. Il faut s'entendre aussi. Si l'homme accepte, et il doit accepter, ça ce n'est pas à demander, il doit accepter le fait que la femme aussi a des obligations professionnelles, qu'elle est amenée à respecter, qu'elle est amenée à faire des voyages, que si elle ne rentre pas vite à la maison, qu'il puisse comprendre. C'est juste ça, c'est la compréhension dans le couple
Lidaou, je trouve que ton argumentaire vient un tout petit peu diluer la question que j'ai posée, qui est peut-être du fait d'une observation de ce que l'Afrique de l'Ouest nous renvoie, à nous qui sommes ici en Afrique centrale. Mais allons-y prendre le point de vue de Penda Dramé. Voilà, de Penda Dramé. Le vocable soumission, elle a dit, hein, c'est une place de choix en Afrique de l'Ouest, mais après, elle a dilué un tout petit peu ses propos en disant que c'est beaucoup plus le respect. Est-ce que vous êtes d'avis? Réagissez, s'il vous plaît. En fait, cette expression change de donne d'un pays à un autre, d'une communauté à une autre, en fait. Il faut le comprendre comme ça. Et même d'une religion à une autre. Moi, je suis musulmane, et ma religion ne me demande pas forcément d'être soumise. Mais comme elle le dit autrement, ma religion me demande d'être respectueux vis-à-vis de tout le monde. Compagnon, mari, nanani, nanana. Mais tu peux le dire, soumission, respect, je pense que c'est la même chose. Sauf que, en fait, soumise, je pense que c'est, comme elle a dit, la soumission, elle est un peu... C'est un peu trop fort comme terme. Ouais. C'est comme de l'esclavage, ça devient ça devient pratiquement, en fait, à force, en fait, t'as pas le choix, tu es obligé d'être soumise, tu es obligé quand ton mari rentre de trembler, mais c'est pas ça. Je pense qu'on a dépassé ce stade, en fait. Là, on est à l'étape où, voilà, tu me respectes, je te respecte, le respect est mutuel, et voilà. Mais je connais des maris soumis, hein. J'en connais, et ils vivent le parfait amour dans leur couple. Mais là, je ne vais pas pour autant, je n'ai pas le droit comment on appelle, de dénoncer la soumission dans ce cas de figure, parce que l'homme et la femme ont compris qu'ils sont complémentaires et ils peuvent être soumis l'un envers l'autre, ou même être respectables l'un envers l'autre, je préfère. Mais là, il n'y a pas de problème. Ce que tu dis me fait réagir et puis je vais certainement rebondir en te demandant autre chose. Mais quand on parle de soumission, c'est peut-être l'idée selon laquelle, dans un bateau, vous conviendrez avec moi qu'il y a un seul commandant. Ça veut dire qu'au-delà du fait que chacun de nous puisse se respecter l'un à l'autre, à un moment donné, c'est le commandant qui dit « le bateau prend le cap de droite ». Si tu veux réagir, je te laisse réagir. Sinon, on va passer vers Eva Diouf. Eva peut réagir. Je réagirai après. D'accord, merci Penda. Pour moi, la soumission, dès l'instant que la femme l'a décidé, c'est son choix, pour moi, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des femmes qui ont pour choix d'être soumises. Ça existe. Elles veulent être vraiment soumises à leur conjoint. Maintenant, la soumission ne doit pas être imposée. Dès l'instant qu'elle est imposée, comme l'a dit Penda, c'est de l'esclavage et c'est plus de la soumission. Mais personnellement, moi je pense qu'on doit être soumis qu'à Dieu. La soumission, c'est pour Allah et pour personne d'autre. Alors, pour le mari, on doit au mari respect et obéissance. Mais l'obéissance, c'est pas une obéissance totale. C'est-à-dire que quand on dit ferme les yeux, je ferme les yeux. Ouvre-les, je les ouvre. Non, non. L'obéissance, c'est vraiment dans tout ce que la religion a édicté, dans tout ce qui est normal. Sinon, pour moi, la soumission, c'est un semblant d'esclavage. Moi, je ne suis pas pour la soumission de la femme. Pour moi, la soumission, c'est juste pour le Seigneur et rien d'autre. Pour le mari, respect et obéissance. C'est comme ça que je le conçois. Respect et obéissance. En tout cas, c'est bien dit. Hein. Et là, tout de suite, j'ai peut-être envie de te demander, on va rester avec Eva Diouf. Il y a un vent, un courant comme ça, international. Hein. Un courant là qui nous emmène à penser que l'égalité homme-femme peut être une réalité. C'est une dynamique qui a été impulsée certainement de l'Occident et qui a reçu au niveau de l'Afrique un regain d'espoir puisque certains de nos États sont en train de vouloir s'acclimater à cette réalité. Le Gabon n'est pas en reste. On a vu le chef de l'État qui dernièrement est en train de travailler sur un texte de loi qui veut que l'homme et la femme puissent être à égalité. Est-ce que vous pensez que nos pays d'Afrique de l'Ouest peuvent surfer sur ce chemin-là? Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, vous pensez qu'un jour on pourrait parler d'égalité homme-femme? Est-ce que même le sujet peut être mis sur la table? Eva Diouf, je suis avec vous. Bien sûr, Marvin, le sujet peut être mis sur la table. Au Sénégal, par exemple, ça a été mis sur la table en 2004 et la loi sur la parité a été votée au niveau du Sénégal, une loi qui prône l'égalité entre hommes et femmes. Maintenant, la légalité, elle est d'ordre institutionnel, administratif, dans tout ce qui est poste élu, etc. Il y a l'égalité.
Une égalité qui doit être parfaite. Mais dans les faits, nous tous, nous savons que ce n'est pas le cas. Par exemple, si je prends au niveau de l'Assemblée nationale, on dit qu'il doit y avoir autant de femmes que d'hommes. Ce n'est pas le cas. Dans certaines villes religieuses également, au niveau des mairies, on doit avoir autant d'hommes conseillers que de femmes conseillères. Et ce n'est pas le cas. Surtout dans les villes religieuses. Parce que chez nous, on a 2 villes religieuses. Et dans les villes religieuses, il y a même certains hommes qui refusent que les femmes prennent des postes. Et ça existe chez nous. Maintenant, on peut espérer un lendemain meilleur parce que déjà au Sénégal, le président Abdoulaye Wade a posé le jalon en 2004 en faisant voter la loi sur la parité. Donc c'est un regard d'espoir. On est, par exemple, chaque femme qui se voit lésée dans ses droits au niveau de la parité peut le porter devant les juridictions et essayer d'être rétablie dans ses droits. C'est ça la règle. Maintenant, on sait que dans la pratique, cela reste encore, mais je pense qu'à force de combat et d'abnégation, les femmes peuvent espérer avoir la parité parfaite. Parce que pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais quand même des pas sont en train d'être posés pour que cela puisse être le cas. Mais tu vois bien ce qui me choque, tu vois bien que c'est avec beaucoup de retenue que j'ai posé la question parce que l'image que nous on a de l'Afrique de l'Ouest, c'est une femme de la jeune dame ouest-africaine, c'est qu'elle est soumise, elle est obéissante, tu vois. Je fais ce geste-là. Ouais. Et donc quand je pose cette question, c'est bien pour me rassurer. Et lorsque je t'écoute, je me rends compte que c'est peut-être sur un point de vue administratif, sociétal, j'ai envie de dire hors du foyer. Est-ce que cette disposition de loi entre dans le foyer ? Pas du tout. Ces dispositions de loi n'entrent pas dans le foyer. C'est d'ordre administratif uniquement. Sur les lieux de travail, disons, sur les lieux où il y a des postes élus, là, c'est égalité entre hommes et femmes. Et quand on doit choisir autant d'hommes que de femmes. Il est, par exemple, interdit, par exemple, au sein d'une entreprise qui recrute, de discriminer une femme tout simplement parce que c'est une discrimination basée sur le genre, en fait. Ça, c'est interdit. On doit prendre autant d'hommes que de femmes. C'est ça la règle. Maintenant, on sait que cette règle-là, elle est outrepassée. C'est bien compris. Et là, j'entends dans ma tête ce texte qui dit que les hommes naissent libres et égaux devant la loi. Mais ma question, peut-être pour toi, pour rester vraiment dans ce sillage-là, est-ce que tu penses que cette égalité dans le niveau du foyer peut arriver? Je vous le demande parce qu'au Gabon, aujourd'hui, c'est un texte de loi qui est en train d'être revu dans les membres du Parlement, du Parlement, notamment de la Chambre haute et la Chambre basse, sont en train de voir dans quelle mesure affiner les différentes articulations du texte. Et entre autres, ce texte prévoit que les charges du foyer soient à 50% entre l'homme et la femme. Ce texte de loi, ma chère, prévoit que l'homme n'est plus celui-là qui va décider du lieu où le couple va vivre, mais il s'agira, j'ai envie de dire, d'une cogestion, combien même peut-être que ça existe dans le fond depuis, mais de façon légale, ça va être comme ça. Est-ce que ces dispositions, vous pensez au niveau d'Afrique de l'Ouest, pour parler du Sénégal, peuvent s'introduire dans le foyer, Eva Diouf? Alors pour le Sénégal, je ne pense pas du tout. Alors pas du tout, parce que même quand on a instauré cette loi-là sur la parité, il y avait une vive polémique, comme quoi les femmes voulaient être, c'est pas moi, celles qui dirigent le foyer, elles veulent être au devant des hommes, de leurs maris, etc. En fait, il y avait beaucoup de polémiques, surtout d'un point de vue religieux. Okay. Alors que nous, disons que notre droit, certes, il est en partie copié de la France, mais également il y a une partie qui est centrée sur la religion. Et dans la religion, exemple musulmane, qui est la majorité au Sénégal, on dit que l'homme, c'est le chef de la famille. Donc chez nous, cette loi-là ne peut pas entrer dans les foyers parce que même beaucoup de personnes ont essayé de l'expliquer dans des plateaux télé, comme quoi la parité ne concerne pas la relation entre un mari et sa femme. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord. Le mari, c'est le chef de la famille. Et même dans le code de la famille sénégalais, qui est du droit, on dit que le chef de famille, c'est l'homme. C'est lui le père de la famille. Donc, c'est à lui de prendre certaines décisions, disons. Mais cela ne veut pas dire, encore une fois, que la femme, elle est reléguée au second plan, que la femme n'a pas son mot à dire. Mais le chef de famille, c'est l'homme. Alors, je pense que cette loi-là, qui est en train d'être peut-être instaurée au Gabon, ne pourra pas passer au Sénégal. Alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout, c'est dit de façon très ferme et je ne suis pas très surpris par cette réponse. Penda Dramé, on vous écoute parce que vous avez des papillons dans le ventre. Quelle est la réalité au Mali? Est-ce que vous pensez que cette réalité qui est en train de frapper la population gabonaise peut s'introduire dans les foyers au niveau du Mali? Alors là, je dirais même jamais. En fait,
C'est pas la première fois que je constate que le Mali et le Sénégal, culturellement parlant, il n'y a pas beaucoup de différences entre nous, en fait. Mais comme elle a dit, moi, quand je parle de l'égalité homme-femme, je l'ai toujours dit, même sur les plateaux de télé. Je dis, en fait, la lutte, elle a été amenée, mais on ne l'a pas comprise dès le début. En fait, on dit plutôt égalité de chance. À compétence égale, chance égale. Si moi, je réponds aux mêmes normes que toi, pourquoi ne pas me donner les mêmes chances que toi? Parce que je suis une femme. En fait, la lutte, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas que... même le Tout-Puissant qui nous a créés, il nous a créés différemment. Moi j'ai des choses que toi, tu n'as pas. Toi, tu as des choses que moi, j'ai pas. J'ai des capacités que toi, tu n'as pas. Ainsi de suite. Donc, en fait, la vie est faite ainsi. Et est-ce que nous, sur Terre humaine, on peut dépasser la divinité du Tout-Puissant en instaurant cette égalité? C'est impossible. Mais l'égalité, comme elle a dit, quand on prend les administrations, quand on prend les élus locaux, ici au Mali, nous sommes à 30% à l'Assemblée nationale contre 70% des hommes. Est-ce que vous voyez un peu l'incohérence? 30% des femmes, pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas 50% des femmes qui ont les compétences, mais parce que c'est des femmes, on les accorde uniquement 30%. Et ça, c'est ce qu'on doit arrêter au fait. Oui, ok, je l'ai bien compris, mais disons que c'est peut-être dû à la tradition, hein, parce que quand on regarde comment est-ce que les choses se passaient dans nos villages autrefois, c'était des hommes qui étaient sur la basse-cour qui parlaient et puis les femmes en arrière-plan. Et c'est peut-être là hein, l'intérêt même de ce débat, de cet échange que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir si on doit se détacher de ce qui est traditionnel, de ce qui est culturel au nom de la modernité. Quoi qu'il en soit, la question sera formulée d'ici la fin de cette émission et vous y répondrez de façon claire. Allons-y au Togo avec Bélé Kapcha au niveau de Kara. Oui, je disais, il ne suffit pas de faire les tests pour les faire. Les couples, ils gèrent leur foyer comme ils l'entendent et comme ils le veulent. Donc, du point de vue administratif, législatif et légal, là, on va dire que on veut les droits des femmes, les mêmes droits que les hommes ont. Il faut que les femmes aussi en bénéficient pareillement. Il n'y a pas de différence à faire. Comme le disait Penda, si une femme est capable de faire un travail, qu'on lui donne ce travail, il ne faut pas qu'on le lui refuse parce qu'elle est femme. Ce n'est pas normal. C'est ce qu'on doit refuser. Moi, je ne suis pas d'avis que la femme est égale à l'homme. C'est un peu, je ne comprends même pas le concept. Mais il faut dire que les droits des hommes doivent être égaux aux droits des femmes. C'est ce qu'on veut. On veut les mêmes droits qu'ont les hommes. Ok, on veut les mêmes droits qu'ont les hommes. On veut aussi peut-être s'insérer dans les mêmes secteurs d'activité où on trouve les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, puisque nous sommes avec Bélé Kapcha, il y a des secteurs dans lesquels les femmes n'ont pas encore fait leur classe ou alors peut-être qu'ils sont encore réservés qu'aux hommes? Non, je ne dirais pas ça. Maintenant, tout ça, c'est terminé. Il y a plus question que ça, c'est pour les femmes, ça, c'est pour les hommes. Tu fais ce que tu as envie de faire. Et je pense que sur ce point, le Togo évolue. Tout dernièrement, nous avons une femme Premier ministre. Hein. C'est un exemple, même si ce n'est pas encore le top des tops, c'est un exemple pour dire que nous avons une femme à la tête d'un gouvernement. C'est pas rien. On va retrouver les femmes lors de l'indépendance. Il y avait une femme parachutiste. C'était la première qui a fait ses preuves hier. Donc, c'est un exemple. Petit à petit, on y arrive. Ce n'est pas encore le total, ce n'est pas totalement acquis, mais on y arrive. Mais pour dire qu'il y a certains secteurs réservés uniquement aux hommes et d'autres secteurs réservés uniquement aux femmes, non, c'est fini tout ça là. C'est à juste titre que tu le dis, hein, et ensemble nous allons regarder cet élément que la réalisation nous a prévu. Il s'agit ici d'une jeune demoiselle qui nous vient du Congo-Brazzaville. Annick Mbey, elle est mécanicienne automobile et elle revient sur les raisons qui l'ont motivée justement à faire ce métier. Regardons cet élément. Je m'appelle Annick Mbeye Ngoumou. En
Rosia. Je suis mécanicienne automobile. Je fais de la maintenance des véhicules automobiles. En fait, pour moi, la mécanique, c'est une passion. Depuis mon enfance, j'étais beaucoup plus passionnée par des belles voitures. Lorsque je regardais des voitures, c'était une passion qui dévorait un peu. Pour un peu revenir en arrière, lorsque j'ai eu mon BPC, je suis allée faire secrétariat de direction. Mais après, j'ai changé ma branche parce que ce n'était pas moi, je ne me retrouvais pas en ça. C'est pour cela que j'ai voulu changer la branche. J'ai recommencé en repartant à l'école, en allant suivre des formations. À un moment, je suis passée par Kenko. Après, je suis passée par le lycée technique. Là, en ce moment, je suis dans un garage à Libondeng, un garage dirigé par M. Ongo Pierre, le propriétaire du garage. Oui, c'est prédestiné pour les hommes, mais d'une part, avec la nouvelle technologie, ça nous aide vraiment beaucoup parce que aujourd'hui, bon, à l'époque, on pouvait tout soulever. Il fallait de l'effort physique pour faire de la mécanique. Maintenant, la technologie a évolué. Il y a des ponts élévateurs, il y a des machines qui nous aident à soulever, qui nous aident à travailler. Au fait, je n'exerce plus trop avec mes efforts physiques, mais beaucoup plus parce que quand je suis allée en apprentissage dans un garage, c'était beaucoup plus l'effort physique parce qu'il y a eu un moment où j'ai arrêté parce que mon corps ne répondait plus. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie, il y a des scanners, on n'est plus là à rechercher des pannes inutilement. Tu es là, tu rentres, tu pars à gauche, à droite. L'essentiel est que tu branches le véhicule avec un appareil. Ça te donne la détection des pannes directement. Tu as plus la facilité. La technologie nous facilite encore plus le travail, quoi. Alors j'ai peut-être envie de demander à nos amis, c'est une question qui pourrait peut-être être sensible pour les unes et peut-être pas pour les autres. Lorsqu'on a en Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle le régime polygamique. On sait que c'est un régime très fréquent. Un homme peut avoir 3-4 femmes. Et j'ai peut-être envie de vous demander, avec le vent de modernité qui arrive, est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui honore la femme? Est-ce qu'on peut avoir de la paix et de la tranquillité quand on sait qu'on partage son mari avec 2-3 autres femmes? Dit comme ça, allons-y demander à Bélé Kapcha qu'est-ce qu'elle en pense. J'ose croire que non, on n'a pas cette tranquillité-là dans le couple. C'est pas normal pour moi que l'homme ait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes ou je ne sais plus quoi. Mais bon, tout ça, ça revient au couple. C'est le couple qui décide. Si la femme est d'accord, si la femme est l'autre, elle ne trouve aucun mal à ce que son mari ait d'autres femmes ailleurs, je ne vois pas où est le problème. Juste que personnellement, je trouve que c'est une situation qui met la femme en difficulté, surtout la première femme, qui la met beaucoup en difficulté et qui cause d'énormes problèmes psychologiques pour elle et pour les enfants, pour l'union de cette société familiale-là qu'ils sont en train de créer. Juste ça. Surtout pour la première femme. Et moi, j'ai envie peut-être de vous demander, est-ce que vous pourrez être deuxième bureau, comme on le dit chez nous en Afrique centrale, deuxième femme en fait, d'un homme. Puisque ça peut être dérangeant pour la première, est-ce que ça peut être moins pour la deuxième fois? Est-ce que vous pouvez être deuxième bureau d'un homme? Je compatirais pour la première. Je compatirais pour la première. Mais bon, non. Jusqu'alors, non, je veux pas de cette situation-là. Je veux pas que ça m'arrive. Mais bon, c'est le choix de tout chacun et je veux embêter personne. C'est bien compris. De toutes les façons, chacun est libre de ses choix. On le sait, l'Afrique de l'Ouest a une dominance culturelle et surtout religieuse. Penda Dramé, la question est la même et elle vous est posée. Votre regard par rapport au régime polygamique? Je pense que ce régime ne met pas du tout en avant la femme. Mais comme ma sœur l'a dit, en fait, le choix reste à tout un chacun d'accepter ou pas
un régime ou pas. Parce qu'il y a des femmes qui préfèrent des régimes polygamiques parce qu'elles pensent qu'être en concurrence pour un homme est une belle lutte pour elles. Il y en a d'autres comme nous qui pensent que, la précision est de taille, qui pensent que un homme, une femme, c'est largement suffisant. Et si vous avez la chance ou les bénédictions d'avoir beaucoup d'enfants, alhamdoulilah. Donc, je pense que, en fait, comme tu vois, la société même africaine est faite que l'homme est tellement mis en avant que c'est pas possible. Jusqu'à 4 femmes qui sont en concurrence pour un seul homme. Voyez-vous quand même. Mais bon, tu parlais tout à l'heure de concurrence, hein, et puis en principe, dans une concurrence, j'ai envie de dire que c'est diviser pour mieux régner, et peut-être dans un tel environnement, on peut être emmené à commettre des forfaits comme ça parce qu'on veut la place de choix, on veut être celle-là qui serait choyotée. Mais quoi qu'il en soit, j'ai peut-être envie de te demander, parce que le Mali, c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement et j'ai des échos de ce qui se passe là-bas. Est-ce que tu penses que c'est peut-être une réalité de nos mamans? J'ai envie de le dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, même ici à Libreville, les foyers que je vois ici maliens, c'est la même tendance. Mais après, bon, c'est vrai que c'est des femmes très âgées, c'est des mamans. Est-ce que c'est une réalité dépassée, c'est pour nos mamans, ou c'est juste un point de vue personnel par rapport à la situation? Mais malheureusement, cette réalité, elle n'est pas dépassée. La polygamie ici au Mali, elle n'est pas dépassée. Et je pense qu'elle n'est pas prête. On n'est pas prêt à oublier, à mettre de côté cette pratique au fait. Parce que il y a une chose qui les met en avant, ça c'est dans la religion. C'est vrai que le Mali est un pays laïque, mais avec avec plus de 80% de musulmans. Donc ça fait que la religion musulmane permet à l'homme musulman, s'il a les moyens, de prendre jusqu'à 4 femmes, mais de les traiter de la même manière. Et ça, c'est difficile. Donc, ça crée des problèmes après. En fait, c'est ça, en fait. Donc, on n'est pas prêt, à cause de la religion, ou bien à travers la religion, je vais dire, on n'est pas prêt à oublier cette pratique, au fait, de polygamie. Le micro est ouvert du côté de Dakar au Sénégal avec Eva Diouf, on vous écoute. Alors, ce que je remarque, c'est que nous trois, on a quelque chose en commun, c'est que nous sommes toutes les trois contre la polygamie. Ça, c'est super. Alors, pour ma part, la polygamie, c'est un peu difficile d'en parler en tant que musulmane, parce que c'est permis par la religion. C'est permis. L'homme a le droit de prendre jusqu'à 4 épouses. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Donc, l'homme a le choix. S'il veut, il peut prendre une seule femme. S'il veut, il peut prendre jusqu'à 4. Donc, qu'on le comprenne ainsi, ce n'est pas une obligation pour les musulmans, mais c'est un choix. Également, ça doit être pour moi aussi un choix pour les femmes. Mais par exemple, moi, ce que je remarque quand je discute avec mes amis, quand je leur dis que je suis contre la polygamie, ils me disent « Ah, en tant que musulmane, tu oses, en plus, en tant que fille voilée, tu oses dire que tu es contre ?» Je leur dis « Non, je vous rappelle que la polygamie est un choix, qu'on n'est pas obligé de l'adopter. Si on veut, on peut choisir un autre régime matrimonial. Et pour ma part, pour moi, la polygamie, c'est hors de question, pour diverses raisons. Alors, il faut également comprendre que dans la polygamie, tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif dans la polygamie. Certes, il y a la concurrence, parfois le maraboutage entre femmes, tout ça pour garder l'homme ou être la plus aimée. Mais d'un autre côté aussi, il y a des aspects positifs de la polygamie. Comme quoi, quand tu as 2 femmes par exemple, la première, tu es avec elle le lundi et le mardi, c'est-à-dire 2 jours, selon la religion. Alors, le mercredi et le jeudi, tu es avec la deuxième. Ce qui permettra à la première de se reposer le mercredi et le jeudi, avant de retourner voir la première le vendredi et le samedi. Donc la polygamie a bien des avantages. Cela permettra à la femme, qui travaille ou pas, de pouvoir se reposer, de prendre soin d'elle. Mais imagine, tu es marié à un seul homme, tous les jours il est avec toi, et avec personne d'autre. Parfois, il y a des contraintes, il faut le dire aussi, que la polygamie a des avantages. Elle permettra à la femme de pouvoir bien prendre soin d'elle et de bien s'occuper d'elle-même.
au-delà même du fait de s'occuper de son mari. Mais d'autre part aussi, il y a des inconvénients que nous connaissons tous et qui font que moi, personnellement, je n'ai pas opté pour la polygamie. Il y a le maraboutage, il y a des enfants par-ci, par-là, des enfants du mari qui ne sont pas parfois d'accord, qui ont des divergences parce qu'ils ont des mamans qui ne s'entendent pas, qui détruisent la famille. Donc vous voyez, il y a tellement d'inconvénients qui font que les femmes, elles n'aiment pas la polygamie. Personne n'aime partager son homme. Mais quand même, d'autre part aussi, tout n'est pas mauvais dans la polygamie. Si on a un homme juste qui sait bien traiter ses femmes, parce que la religion aussi a mis des règles pour pouvoir épouser plusieurs femmes. Il faut être juste avec ses femmes, il faut être équitable. Si un homme est capable de le faire et que la femme est d'accord, oui, pour la polygamie. Mais si l'homme n'est pas capable d'être juste et équitable envers ses femmes, si la femme ne veut pas, moi je ne vois pas pourquoi on va continuer avec la polygamie. Mais également, je reviens sur ta dernière question, Marvin, la polygamie n'est pas prête de disparaître, surtout en Afrique de l'Ouest, parce qu'elle est basée sur la religion. C'est une recommandation de la religion, donc elle n'est pas prête de disparaître. Pour moi, elle va toujours exister, mais quand même les femmes sachent qu'elles sont libres d'opter pour ou de ne pas opter pour. Et qu'avant le mariage, même d'être clair là-dessus, je ne veux pas de la polygamie, on y va, si tu ne veux pas, tu cherches quelqu'un d'autre qui va être d'accord avec toi. En tout cas, merci pour toutes ces précisions-là, Eva Diouf. Merci pour votre argumentaire parce que ça nous rassure et ça nous ouvre justement la compréhension sur ce régime matrimonial. Voilà. Donc, merci bien. Content de savoir qu'en réalité, ce n'est pas une contrainte, mais libre cours à chacun de faire son choix. La réalisation me rappelle qu'on tend vers cette émission, mais également, elle me fait savoir qu'il y a une jeune dame qui veut se faire entendre, une jeune demoiselle du lycée technique national Omar Bongo de Libreville au Gabon qui a opté pour une formation technique et qui fait donc le génie civil bâtiment. Écoutons les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix. Je m'appelle Ganji El Galia, mes amis m'appellent Mio et je suis en première F4C. Je me suis toujours sentie différente. Je savais que je n'étais pas comme la plupart des filles de mon âge et que faire comme elle m'aurait fait perdre du temps parce que j'avais besoin d'apprendre des choses inédites, des choses que je ne savais pas. Voilà pourquoi quand j'ai découvert le génie civil, je me suis tout de suite passionnée, ça m'a plu et en fait je ne sais pas quoi vous dire mais franchement c'est un autre monde, c'est réellement un autre monde. J'apprends des choses. Déjà moi je ne savais pas que le dessin pouvait servir dans ce genre de domaine. Et j'ai été éblouie de savoir qu'il y avait plusieurs méthodes de dessin, notamment le dessin bâtiment. Non, pas du tout. Parce que déjà, les méthodes d'enseignement, en fait, la manière dont les profs interagissent avec nous au travers de leurs méthodes d'enseignement font en sorte que, même une fille comme moi, je peux faire maçonnerie, je peux faire du coffrage, je peux faire du ferraillage. En fait, tout dépend de la qualité de l'enseignement. Et franchement, les méthodes utilisées ici par nos enseignants nous poussent à dépasser nos limites en tant que filles. Au-delà de ça, maintenant, nous sommes en fait je vais dire des membres de la société à part entière. Parce qu'on sait et on sent qu'on peut servir à quelque chose. On sait qu'on est fait pour ça. On a l'habitude de dire qu'une femme sait mieux préparer qu'un homme, alors que c'est faux. Dans la plupart des grands restaurants, les chefs sont des hommes. Moi, j'ai ma prof de ferraillage, c'est une femme. Si un homme peut soulever une brique, pourquoi pas moi en fait? Si un homme peut plier du fer, pourquoi pas moi? C'est une aptitude, c'est inné. On vient tous avec cela. Je dirais, c'est méchant. Et en fait, pourquoi penser cela? Pourquoi penser cela? Parce que c'est tous ensemble que nous allons bâtir le futur demain. Hommes et femmes, ingénieurs ou pas. Et ici, au lycée technique, j'ai la chance d'apprendre ce que vous qualifiez métier d'homme et de m'épanouir là-dedans, de m'y sentir à ma place. Parce que j'ai trouvé ici un chez moi. Moi, je dirais qu'ici, la qualité de l'enseignement, elle est irréprochable. Il n'y a pas de distinction homme-femme, il n'y a pas de parti pris.
Mesdames, merci d'être avec nous. Nous allons fermer très rapidement cette émission, hein. Le temps est passé. Je vais me tourner vers Mélé Lidaou Kapcha qui est à Accra au Togo. Un mot de fin s'il vous plaît pour nous dire au revoir pour aujourd'hui. Et si Dieu nous prête vie, on prendra un autre rendez-vous puisqu'apparemment le temps nous a surpris. Merci, c'était la première, j'ai bien aimé. Juste dire que l'égalité entre hommes et femmes, on y vient petit à petit. Ce n'est pas la peine de forcer les choses. Nos droits, nous les acquérons beaucoup plus si nous nous instruisons. Si les femmes prennent conscience de leurs valeurs, qu'elles se disent que c'est important l'école et c'est important elles et ce qu'elles pensent. Merci Mélé Kapcha. Je vais me tourner vers Penda Dramé du côté de Bamako au Mali. Je remercie déjà mon amie Eva parce qu'il faut le rappeler, c'est à travers elle que je suis là. Et je suis très très contente d'avoir participé à cette émission qui donne vraiment la voix aux différentes dames de notamment parler de nos différentes cultures parce qu'il faut le savoir, la culture ça change d'une communauté à une autre et c'est très noble et très pertinent qu'on ait ce cadre d'échange entre nous et je souhaite bon vent à l'émission. Merci beaucoup à toi Marvin ainsi qu'à toute ton équipe et à très bientôt Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Merci, Penda Dramé. Je vais me tourner vers le côté du Sénégal. Voilà, Sénégal à Dakar avec Eva Diouf. Merci beaucoup Marvin. Comme mot de la fin, j'aimerais juste lancer peut-être un petit message, dire aux hommes et aux femmes que nous ne sommes pas des adversaires, qu'il n'y a pas de dualité entre hommes et femmes, il n'y a pas de concurrence. Nous sommes tous égaux devant Dieu et les hommes. Alors nous sommes amenés à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Nous devons nous entraider, nous devons collaborer ensemble pour que chacun d'entre nous puisse atteindre ses objectifs, développer son pays ou développer le continent, faire de ce monde-là un monde paisible de paix où chacun pourra tirer son épingle du jeu. Nous ne sommes pas des adversaires encore une fois, nous devons chacun d'entre nous soutenir. Mais dire également aux femmes que quand tu es lésée dans tes droits, tu as l'obligation de te battre pour être dans tes droits. Donc ça aussi, il faut le garder à l'esprit. Pour toute femme qui est discriminée, lésée dans ses droits, tu dois te lever et te battre pour tes droits. Et terminer par remercier mes sœurs présentes, Penda Dramé, Lidaou. L'échange était très fructueux. C'était un plaisir aussi de te revoir Marvin. Tu as su gérer d'une main de maître cette émission. Merci pour l'opportunité à Label TV. À bientôt. À très bientôt, mesdames. Merci à vous toutes d'avoir accepté de répondre présente. Ça dépendra des allégeances de la langue française. Moi, je suis tenté d'apprendre le Wolof, d'apprendre le Mina au Togo, d'apprendre le Sarakoulé justement au Mali. Et retenant de cette émission justement que le beau réside dans la multiplicité des cultures que nous avons. Mesdames, messieurs, les hommes sont tous égaux devant la loi, le disent certains, et pour d'autres de nature différente. L'homme et la femme ont été créés, donc il est impossible d'arriver à une égalité, mais l'homme et la femme sont plutôt complémentaires l'un et l'autre. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique.